Du coup, ce matin, on a vu de la créativité, on a vu de l'aide à la communauté de développeurs. Et là, maintenant, on va voir la formation. Et ce que je trouve hyper intéressant comme sujet, c'est que souvent, on a des questionnements autour du remplacement, des skills, des métiers par l'IA. Et on oublie de voir l'opportunité, qu'en fait, c'est un super moyen pour apprendre de nouvelles compétences et potentiellement s'adapter. Et donc, ce qu'on va voir avec Marie et Benoît de 360 Learning, c'est comment, en fait, dans leur solution, ils ont réussi à accélérer la création de contenu pour grandir et se former au quotidien. Je vous propose de les applaudir. Marie se présentera et Benoît se présenteront mieux, mais globalement, des machine learning engineers de haut calibre. Marie, tu as bossé pas mal à San Francisco, dans des boîtes pas connues du tout, Lyft, Netflix, et depuis 2 ans chez 360 Learning. Et Benoît, je crois que ça fait aussi 2 ans que tu es chez 360 Learning. En tout cas, bienvenue. Merci. Merci Damien pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis d'être ici aujourd'hui et merci aux organisateurs pour l'opportunité de présenter un peu le travail qu'on a réalisé avec Benoît et toute l'équipe d'intelligence artificielle au sein de 360 Learning. Donc rapidement, une présentation. Donc effectivement, j'ai été data scientist, j'ai eu la chance de travailler dans la baie de San Francisco pendant presque 6 ans. Et depuis 1 an et demi, je suis machine learning engineer au sein de 360 Learning. Nous avons travaillé avec Benoît sur des thématiques de recommandation de contenu et bien sûr d'IA générative dont nous allons vous parler aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est moi, c'est Benoît. Donc, je suis également chez 36 depuis juillet 2022. Et moi, je suis passé plutôt par la tech côté France, donc chez Sancare dans la santé et Gencia dans le voyage. Une petite présentation de ce dont on va vous parler aujourd'hui. Donc, tout d'abord, on va se présenter. Que fait 360 Learning? Ensuite, on vous présentera 3 cas d'usage principaux pour lesquels on a utilisé l'IA générative. Et enfin, on vous présentera un petit peu les leçons qu'on a apprises durant le développement de ces fonctionnalités d'IA générative. Donc tout d'abord, qui sommes-nous? Donc en fait, 360 Learning, c'est ce qu'on appelle en anglais Learning Management System, donc en français plutôt une plateforme d'apprentissage au service des entreprises pour former les employés en interne. Donc comment ça va se présenter? Il y a plusieurs facettes sur notre plateforme. La première qui va peut-être vous parler le plus, ça va être donc en tant qu'apprenant, vous allez pouvoir vous connecter sur la plateforme et suivre des cours sur différents sujets, project management, marketing, communication, ce qui existe sur vos plateformes. Et ce qui va nous intéresser davantage aujourd'hui, c'est la partie outils auteurs où on peut vraiment créer du contenu puisque la plateforme permet à n'importe qui, pas seulement les responsables développement au sein de l'entreprise, mais aussi les experts, de créer du contenu pour permettre de partager les connaissances au sein de l'entreprise. Et c'est là vraiment qu'on va pouvoir utiliser l'IA générative. Donc on est une plateforme d'apprentissage collaboratif puisque n'importe qui peut créer du contenu et ensuite les apprenants peuvent aussi réagir à ce contenu. Quelques chiffres. Donc on a été fondé en 2013, on a levé plus de 200 millions, on est quasiment 400 employés, notamment 80 développeurs dont Benoît et moi sommes les heureux représentants aujourd'hui, près de 2000 clients et plus d'1 million d'apprenants actifs sur notre plateforme. Donc en croissance et ravi de continuer. Alors, je vais vous présenter un peu les cas d'usage sur lesquels on a travaillé cette année et qui seront un peu le sujet de la présentation. Donc, voilà un peu ce qu'on a pu délivrer cette année. Donc d'abord, en Q1 de cette année, on a développé un premier module de génération de questions avec des modèles open source. Et comme ChatGPT est arrivé, on a upgrader, améliorer ce modèle en Q2 avec ChatGPT. Ensuite, en Q3, on a mis en place un nouveau module pour créer un cours à partir d'un document PDF. Et ensuite, Q4, là, on lance un nouveau projet qui est la création d'un cours avec des inputs de l'auteur, et ça peut être même uniquement un titre et d'autres éléments. Alors voilà, on est les heureux représentants aujourd'hui, comme disait Marie, mais derrière, il y a aussi toute une équipe pour mettre en place ces features que vous allez voir. Donc, ce n'est pas seulement un travail de 2 personnes. On a une équipe produit, donc une product designer, une product manager, une product marketing manager. Et aussi, côté software engineering, on a une équipe de 3 software engineers et un software architecte. Et voilà, je laisse Marie présenter la partie génération de questions.
Donc le premier cas d'usage dont on va vous parler, c'est vraiment la génération de questions. C'est la première fonctionnalité qu'on a développée. On a commencé à la concevoir en fait il y a plus d'1 an, à l'été 2022, où on a parlé pas mal à des clients. On leur a demandé quelles étaient un peu les difficultés qu'ils rencontraient lors de la création de contenu, et ils nous ont dit voilà, générer des questions. Donc il faut imaginer un cours avec du texte, générer des questions pour tester les connaissances des apprenants. C'est pas évident, ça prend du temps. Et pourtant, c'est important. Et donc voilà, on va vous présenter un tout petit peu à quoi ressemble la fonctionnalité aujourd'hui. Donc en fait, quand on arrive sur l'outil auteur, on peut créer donc du contenu. Donc une cheat sheet, ça va être une sorte de slide sur laquelle on peut entrer du texte ou différents types de documents. Donc là, on va rentrer un texte, notamment sur la génération de questions, très à propos. Et donc, on peut créer différents cheat sheets comme ça sur notre outil auteur. Et une fois en fait qu'on a créé ces outils, on peut ajouter des questions. Voilà. Et c'est là qu'on a rajouté en fait un onglet qui va suggérer des questions. Et vous voyez, ça s'est affiché relativement vite. J'ai pas triché. Et là, on voit qu'on a plusieurs types de questions. Des questions à choix unique, des questions à choix multiples et des questions vrai-faux. Et ensuite, on peut choisir différentes questions qui nous plaisent pour les rajouter au cours. Et là, elles s'affichent directement. Et donc, on voit qu'on a les questions qu'on a choisies. Et à chaque fois, on a en fait en général 4 réponses, une ou plusieurs qui sont les réponses correctes, et ensuite des fausses réponses, des distracteurs. Donc voilà, donc idéalement, en fait, l'auteur peut vraiment choisir ces questions et les utiliser telles quelles sans avoir à les modifier. Donc c'est un petit peu la première fonctionnalité qu'on a développée. Donc voilà, ça peut marcher pour différentes slides, différents types de questions, les bonnes réponses, les mauvaises réponses. Alors comment on a un petit peu construit ça? Donc Benoît l'a rapidement évoqué. On a commencé à construire cette fonctionnalité avant ChatGPT. On s'était dit, voilà, il y a des modèles qui existent sur Hugging Face. C'est un cas d'usage qui est vraiment intéressant. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher des modèles déjà un peu fine-tunés sur la génération de questions. Pour ceux à qui ça parle, c'était des T5 modèles. On les a pris, ça marchait en anglais. Et en fait, ils étaient capables, à partir d'un texte, de générer des questions. Ils avaient été entraînés sur des textes Wikipédia à générer des questions. Et donc là, comment ça a marché? Donc vraiment, on a un service un peu à part qui communique avec la plateforme via un service de messagerie. Et ensuite, donc, on demandait à générer des questions. Comme c'était des modèles qui tournaient en interne, il fallait quand même quelques ressources. Donc on avait quelques CPU qui tournaient un peu en parallèle pour pouvoir générer ces questions. Une autre chose que je voulais mentionner, c'est qu'en fait, comme vous avez vu sur la vidéo, il n'y a pas besoin en fait de cliquer sur Generate Questions ou génère des questions de la part de l'utilisateur. Tout est fait un petit peu en arrière-plan, c'est-à-dire que dès que l'utilisateur a fini d'éditer une slide, un texte, en fait, on va tout de suite générer les questions pour cette personne, pour l'auteur ou l'autrice, pour qu'ensuite, dès qu'elle veut rajouter des questions, elle soit déjà prête. On est déjà commencé à les générer. Donc ça, c'est pour... ça rajoutait un peu de complexité, mais pour le rendre plus utilisable par les auteurs. Et donc, bon, vous connaissez l'histoire. En décembre 2022, ChatGPT est sorti. Et là, bon, je me suis dit, c'est quand même pas mal. C'est assez flexible. Ça, bon, Benoît vous en reparlera, mais ça marche dans plusieurs langues. Nous, notre première fonctionnalité, elle marchait qu'en anglais. Elle ne proposait que la bonne réponse. On ne proposait pas encore les mauvaises réponses. Et là, avec un seul prompt, ChatGPT, il me fait un petit peu tout. Donc, c'est chouette. Donc, voilà. Donc, on a pu réutiliser quand même pas mal de briques qu'on avait construites, c'est-à-dire ce service externe, cette communication avec la plateforme, tout le design. Parce que comme Benoît l'a dit, il y a quand même un énorme travail produit et présentation de la fonctionnalité sur la plateforme. Et donc là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait appel en fait à ChatGPT. Donc là, vraiment, une API externe. Et on passe par Azure OpenAI. Et c'est là que c'est important pour nous, et pas seulement pour OpenAI, même si depuis, ils se sont un petit peu améliorés là-dessus, pour être sûr qu'on est bien responsable par rapport à l'utilisation des données. On envoie des données assez confidentielles, puisqu'en fait, on envoie le contenu du cours à OpenAI ou à ChatGPT. Et donc, s'assurer qu'il y ait bien un respect de la confidentialité de ces données. Et c'est ce que Azure propose via la solution Azure OpenAI. Donc, c'est ce qu'on utilise. Donc, voilà, c'est un peu une première présentation. Donc, la première fonctionnalité qu'on a mise en place pour nos auteurs, qui a quand même rencontré du succès, qui est pas mal utilisée et qu'on essaie encore de pousser pour la rendre encore plus visible, mais qui rend grandement service à nos auteurs de contenu. Et Benoît va vous présenter une fonctionnalité un peu plus complexe qui utilise justement la génération de questions pour aller encore plus loin avec ChatGPT. Voilà, et là, le concept, il est assez simple en soi. On voulait aider les auteurs
à créer leur cours à partir de sources documentaires de leur knowledge base directement. Et pour ça, en fait, on a créé une feature qui, à partir d'un document PDF, permet de créer un cours un peu de toutes pièces. Donc là, ici, on va rentrer dans une démo. Donc là, j'ai pris un article Medium que ma collègue Marie a écrit sur la génération de questions. Un article qui fait 9 pages et je l'ai extrait en PDF et j'aimerais le partager à mes collègues sur la plateforme. Voilà, je vais le charger dans la plateforme. Donc voilà, on a un petit bouton en haut à droite. Pour la fonctionnalité qui est actuellement marquée en bêta, on peut déposer le document. Et là, l'utilisateur attend en moyenne 1 minute et ensuite, il reçoit son cours généré qu'il peut directement relire, éditer et partager à ses collaborateurs. Donc tous les éléments ont été générés, du titre, de la description. Ensuite, on va voir, là, ça a généré des slides avec une image d'illustration. Les questions, on reprend le module de Marie pour générer aussi les questions. Donc tout ça automatiquement en 1 minute. Et à la fin, à toute fin aussi, on génère une slide de points clés qui permettra un peu de rappeler les différents éléments qui ont été enseignés dans le cours. Et on peut aussi retrouver le lien du PDF. Donc voilà, quelques retours clients en fait, et quelques chiffres là-dessus. En fait, nos clients, il y en a beaucoup qui adorent cette fonctionnalité parce que en fait, c'est des experts dans l'entreprise qui vont créer du contenu, mais ce n'est pas des formateurs ou des personnes qui vont forcément être habituées à créer des formations en ligne. Et donc, en fait, dépasser un peu le syndrome de la page blanche assez rapidement, ça permet vraiment de gagner du temps. Donc voilà, il y en a qui disent qu'au lieu de prendre 2 jours à faire une formation, ça leur prend 3, 7 minutes, 10 minutes. On supporte aussi des PDF, des documents qui vont jusqu'à 60 pages de texte brut. C'est 50 000 tokens pour ceux qui savent compter en tokens. Et voilà, pour l'instant, l'adoption est à 7%. Enfin, ça commence à continuer à grandir. Et on est à 7% des cours générés sur notre plateforme qui utilisent cette fonctionnalité. Pour parler un peu prix, pour l'instant, on est sur 3 centimes en moyenne du cours. Ça dépend un peu de la taille aussi du PDF, mais c'est relativement abordable parce qu'on utilise aussi des modèles GPT 3.5 qui sont pas les plus gourmands en termes de coûts actuellement. Si on passait sur GPT 4 par exemple, ce serait 20 fois plus cher tout de suite. Et on supporte 20 langues aussi, et ça nos clients apprécient beaucoup parce qu'on a des clients qui sont des multinationales et qui ont besoin de faire des formations en chinois, en arabe, en n'importe quelle langue. Ouais. Si on ouvre un peu le capot, comment ça fonctionne? Donc nous, on utilise pas mal de chaînage de prompts à ChatGPT. On utilise un package qui est assez connu dans le domaine qui s'appelle LangChain et qui permet de prompter ChatGPT et de faire ça un peu de manière de chaîner un peu tout ça. Et si vous connaissez un peu Scikit-learn, ça peut être un peu comparé au Scikit-learn de la génération, de la générative AI. Et comment ça fonctionne? À partir d'un document, on va d'abord créer un résumé du document, puis ensuite on va créer un plan de cours à partir de ce résumé. Et à partir de ce plan de cours, là, on va avoir plusieurs branches. On va pouvoir tout de suite créer un titre, une description du cours, aussi générer les slides, et on voit que les slides elles sont générées en parallèle, et enfin une slide de points clés final. Et aussi on génère une image de couverture, des images pour chaque slide, des questions, où là on réutilise le module que Marie vous a présenté. Donc au total ça fait à peu près 9 prompts différentes, et en moyenne pour un cours on va aller dans les 30 appels à OpenAI pour passer ces prompts et récupérer les résultats. Aussi, si on soulève un peu plus le capot, on utilise en fait, une des problématiques qu'on a, c'est que les modèles génératifs, on ne peut pas rentrer entièrement le PDF dans le modèle. Alors maintenant, c'est vrai que plus les modèles sont grands, plus ils acceptent un nombre de tokens énorme, on peut le faire, mais d'un point de vue coût, latence, c'est pas forcément optimal. Et donc, ce qu'on utilise, on utilise une technique qui est assez connue dans le domaine qui s'appelle Retrieval Augmented Generation, ou RAG, et ça se passe en 2 temps. On va prendre notre document, le diviser en différentes parties, différentes chunks, qu'on va embedder, donc faire passer dans un modèle d'embedding, créer une représentation dense de ce document et stocker ça dans un vector store. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est au moment où on va vouloir rédiger la slide, on va récupérer la partie spécifique du plan de cette slide et on va faire une recherche. On va aussi embedder cette
cette partie du plan, l'embêter aussi avec le même modèle et faire une recherche de similarité pour récupérer les documents, les chunks, pardon, qui sont les plus pertinents pour écrire cette slide. Et ces, on va dire, 10 chunks, on va les réinjecter dans la prompt, comme on voit ici, où en fait on va lui dire, en fait, grâce au contexte que je te donne, écris-moi une slide sur ce plan. Et là, on va lui injecter le contexte qu'on a pu récupérer via cette technique. Et donc c'est une technique voilà, qui permet pas mal de scaler et aussi Marie va vous montrer aussi comment on utilise cette technique dans d'autres cas d'usage. Merci Benoît. Donc ça, c'était vraiment la deuxième fonctionnalité où vous avez le document et là, on vous fait vraiment le cours en entier qui a rencontré un sacré succès auprès de nos auteurs et où on utilise vraiment ChatGPT de manière un peu plus complexe que la génération de questions. Et donc là, on va voir une fonctionnalité sur laquelle on est en train de travailler, qui est en bêta et qu'on espère mettre en production dès début janvier. Et donc là, en fait, l'entrée utilisateur sera encore plus mince puisqu'on va vous demander vraiment de rentrer le titre d'un cours, potentiellement de spécifier quels sont les objectifs du cours que vous souhaitez créer et enfin l'audience, c'est-à-dire les apprenants qui vont suivre ce cours. Et là, l'idée, c'est qu'à partir de ces entrées-là, on vous crée un petit peu le cours presque depuis zéro. Et donc là, comme vous l'a présenté Benoît, avec les mêmes composantes, la description du cours, une des images, des slides, des questions et enfin le résumé du cours. Alors là, vous allez me dire, super, mais ça paraît compliqué, on est quand même dans de la formation en ligne, on veut quand même s'assurer que ce soit du contenu pertinent. Et donc ce qu'on va essayer de faire, et ce qu'on essaie de tester, comme Benoît en a parlé, c'est de réutiliser justement cette génération un peu augmentée, contextualisée qu'on fait avec ChatGPT. Alors comment ça va marcher ? Ça va marcher un tout petit peu différemment parce qu'on n'a pas de document d'entrée comme Benoît a présenté. Mais par contre, on a toute la base de cours déjà existante pour chaque entreprise. Donc vous prenez une entreprise, elle a déjà créé des cours peut-être de communication, de project management, de prompt engineering, sait-on. Et donc, au moment où on va vouloir créer un nouveau cours, en fait, on va pouvoir accéder à cette base de données et savoir quel est le contenu qui existe déjà et qui pourrait être pertinent pour aider à la création du nouveau contenu. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement utiliser une brique qu'on a déjà construite sur la plateforme. C'est notre barre de recherche qui utilise Elasticsearch. Et là, ce qu'on va faire, en fait, c'est assez simplement, je vais prendre le titre du cours et je vais aller chercher dans Elasticsearch est-ce que j'ai des cours qui se rapportent un petit peu à ce thème, à ce sujet. Ensuite, je vais récupérer ces fragments de cours, les envoyer de la même façon que Benoît faisait dans sa fonctionnalité, donc les concaténer et les envoyer à ChatGPT en lui demandant de générer du cours, en lui disant voilà du contexte qui est potentiellement pertinent pour ce nouveau cours. Alors là, juste un petit point de détail, c'est que la recherche que vous a présentée Benoît, c'est ce qu'on appelle une recherche un peu sémantique. C'est-à-dire qu'on allait vectoriser le contenu pour avoir vraiment une recherche de sens. Alors que là, moi, dans mon cas d'usage pour le moment, dans ce cas d'usage, je fais ce qu'on appelle une recherche plutôt par mots-clés. C'est-à-dire qu'Elasticsearch, si je recherche Project Management, il va littéralement me trouver des documents dans lesquels il y a le mot Project Management, l'un des deux, ou des versions. Voilà. Elasticsearch est vraiment optimisé pour faire ça. Vous allez me dire pourquoi pas la semantic search, voilà, c'est quand même plus joli. Déjà, c'est déjà implémenté avec notre solution Elasticsearch, donc c'est quand même plus simple. Tout est déjà ingéré, il n'y a pas à vectoriser toute notre base de données des employés, donc des entreprises, donc c'est déjà quand même plus simple d'avoir une première version. Souvent, il montre aussi que la recherche par mots-clés est assez performante, donc ça permet quand même d'aller chercher des sujets intéressants. Je pense que c'est particulièrement intéressant quand on va créer un cours sur un domaine très spécifique dans une entreprise. Parfois, vous avez peut-être du vocabulaire. Par exemple, nous, notre culture d'entreprise s'appelle Convexity. Voilà. Si je choisis de vectoriser Convexity avec le modèle d'embeddings, il va me sortir des concepts mathématiques qui ne vont pas totalement correspondre à ce que moi je recherche. Et donc, c'est intéressant aussi pour du vocabulaire assez technique d'aller chercher ces mots-clés assez précis. Après, rien ne dit que demain, je ne vais pas implémenter aussi une couche supplémentaire de recherche sémantique. Mais donc, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de rendre cette création la plus pertinente possible, sachant qu'évidemment, comme l'a présenté Benoît, ensuite, les auteurs peuvent éditer le cours qu'on a créé, donc c'est pas totalement, on leur laisse quand même la main, mais c'est d'éviter cette page blanche, et puis peut-être qu'on l'a pas suffisamment vu, mais le cours est créé d'une certaine manière où on essaie de présenter dans l'introduction ce qui va se passer, de bien spécifier le cours. Donc ça peut aussi aider les experts qui ne sont pas donc, des experts en formation, mais des experts plutôt techniques, à créer des cours qui sont vraiment engageants pour les apprenants, les forcer un petit peu à créer des questions. Donc on espère vraiment aider les experts pour la création de contenu en créant des cours facilement, mais qui restent de qualité suffisante.
Donc voilà, donc on vous a présenté un petit peu ces cas d'usage. Donc vraiment, on utilise le même service que je vous avais présenté au départ. C'est ce service qui communique avec la plateforme. Et à chaque fois, soit on appelle à la génération de questions, soit à la création d'un cours à partir d'un document ou simplement d'un titre et de l'audience. Donc voilà, donc LangChain, OpenAI, c'est un petit peu ce qu'on utilise tous les jours. Voilà, et donc là, Benoît va vous présenter, on va commencer à vous présenter un petit peu, voilà, on a construit ces fonctionnalités, qu'est-ce qu'on a appris au quotidien en codant toutes ces fonctionnalités d'IA générative. Alors déjà, ouais, si vous avez joué avec ces modèles génératifs, ça débloque un nombre de use cases assez incroyable. On peut dire qu'on est a prompt away from any task, et parce que nous, on vous a montré des use cases de générative AI, de génération vraiment purement. Par exemple aussi, juste faire de la génération dans 20 langues, en fait, en pratique, c'est d'une simplicité assez déconcertante. On dit juste dans le prompt, réponds-moi dans la langue, réponds-moi en chinois, et voilà, on a du chinois qu'on peut mettre sur la plateforme. Aussi, ça permet de faire d'autres tâches avec le texte. On peut faire du clustering, on peut faire du job clustering avec ces modèles. On peut aussi extraire des skills, des compétences. Par exemple, pour un job donné, on peut extraire des skills. Donc ça aussi, c'est des choses hyper intéressantes pour nous. Et on peut aussi classifier du contenu. On peut classifier nos contenus, nos cours, selon une taxonomie de skills donnée. Donc voilà, ces modèles peuvent un peu tout faire. Évidemment, ce ne sera pas forcément il y a des modèles qui peuvent être quand même meilleurs que ces modèles pour une tâche donnée, mais ils sont hyper versatiles. Donc un seul modèle, ChatGPT, peut nous permettre de résoudre pas mal de tâches. Et nous, on l'utilise beaucoup maintenant pour juste faire des POC. Et voilà, en avril, on a commencé un peu ce concept de faire une semaine de POC pour délivrer des POC et les mettre dans la main des sales, avoir du retour client. On continue là en décembre, on le refait. Et même, on essaie d'infuser ça encore plus dans l'entreprise. Et là, il y a un hackathon actuellement qui a commencé hier, qui finit aujourd'hui. Donc là, on n'hack pas beaucoup aujourd'hui. Mais là, toute l'équipe engineering est en train de faire des POC, des projets avec l'IA générative. Donc voilà. Et aussi un retour d'expérience sur le fait de travailler avec quand même des appels API qui sont relativement longs quand on travaille avec ces modèles de génération. Pour vous donner un ordre d'idée, la génération de questions peut prendre entre 5 et 10 secondes. Créer un cours à partir d'un document, ça prend en moyenne 60 secondes, mais ça peut aller jusqu'à 150 secondes pour des très longs documents. Créer un cours à partir d'un titre, c'est une trentaine de secondes. Donc, c'est des durées qui peuvent être longues. Donc, on utilise vraiment des process asynchrones pour faciliter un peu le développement. On utilise notamment la librairie Asakio en Python qui permet d'exécuter une nouvelle requête avant que la précédente soit finalisée. Donc ça, c'est assez utile pour développer une application AI avec ces modèles. Aussi, Marie vous a présenté pour la génération de questions, entre guillemets, on met un peu en cache les questions avant que l'auteur ait besoin de les demander. Donc ça, c'est hyper intéressant d'avoir des petites stratégies comme ça pour faire en sorte que l'utilisateur n'ait pas à attendre que la génération se produise. Et Document to Course, ce qu'on fait, c'est on dit à l'utilisateur, on lui redonne sa bande passante, on lui dit on va vous envoyer un email dès que le cours sera prêt. Comme ça, lui, il peut vaquer à ses occupations et nous, on a le temps de générer le cours dans le temps qu'on veut, en fait. Et aussi, on applique des stratégies un peu de division et conquête, divide and conquer. Et par exemple, pour générer un résumé intégré dans LangChain qui permet de diviser nos documents en plusieurs chunks, de nouveau, et on va faire un résumé sur chaque partie, sur chaque chunk, puis après on va faire un résumé de résumé, et ça permet un peu d'aller plus vite dans la production de ce résumé. Et aussi, je vous ai montré ça tout à l'heure, les slides elles sont générées en parallèle, donc ça permet aussi d'aller plus vite, même si un des soucis qu'on a, c'est quand même que les slides ne connaissent pas le contenu de l'une et l'autre, et donc de temps en temps, il peut y avoir des doublons dans une slide ou l'autre. Donc ça, c'est un sujet qu'on essaie de tacler aussi. Sur la disponibilité et la stabilité de ces modèles, on a tous déjà expérimenté cette page sur ChatGPT. En fait, c'est lié à deux choses. La demande, elle est énorme pour ces modèles, et à la fois la quantité. Enfin, il faut des GPU en fait pour pouvoir faire tourner ces modèles, et la quantité de GPU, elle a l'air assez limitée actuellement sur le marché. Ça augmente petit à petit. Voilà, je cite par exemple le CTO de Hugging Face qui était en grande demande de GPU H100. Et voilà, comme on a ces deux choses qui sont un peu critiques, forte demande et pas forcément les capacités actuellement en GPU pour
soutenir cette demande, en fait, de temps en temps, la disponibilité n'est pas là. Donc nous, on a mis en place des stratégies pour pallier à cette instabilité, faire que nos services soient plus résilients. On utilise notamment ce qu'on appelle les retries, timeout dans LangChain. Donc retry, ça permet de réessayer un appel à OpenAI si il y en a un qui échoue. Et timeout, c'est dire au bout de 30 secondes, on n'a pas reçu une réponse, on va considérer que l'appel il a échoué, on va réessayer. Maintenant, avec Azure aussi, on est dans différentes régions. Donc en fait, on a plusieurs services, plusieurs fonctionnalités dans différentes régions, ce qui permet un peu de rendre résilient un peu plus nos projets. On a aussi beaucoup de monitoring avec Datadog, des alertes pour nous alerter s'il y a un problème avec le temps de réponse des LLM. Et aussi, on a mis en place un hack un peu simple, mais dire si la demande est high, dire à l'utilisateur c'est que la feature n'est pas disponible parce qu'il y a une forte demande et un peu une fear of missing out. Et on espère que, évidemment, on ne veut pas ça, mais on espère que le client y reviendra. Donc voilà. Et les futures évolutions, c'est faire plus ce qu'on appelle de load balancing dans différentes régions. Donc si on échoue dans une région, pouvoir réessayer dans une autre région pour s'assurer que notre appel à OpenAI va pouvoir passer. Et aussi être un peu moins dépendant, on est vraiment monomodèle pour l'instant, donc être un peu moins dépendant d'un seul modèle, d'un seul supplier, ça c'est aussi un critère pour le futur de notre stack. Un autre petit défi qu'on a rencontré, et on sera ravis d'en discuter avec vous si vous l'avez aussi eu, c'est que donc pour la génération en fait, d'images, on n'utilise pas vraiment de la génération via DALL-E ou Stable Diffusion ou ces modèles encore. On utilise une banque d'images Unsplash qui est gratuite et qui nous permet d'obtenir ces images. Par contre, on a quelques difficultés parfois à avoir des images qui sont pertinentes par rapport au sujet. Là, j'ai mis un exemple, mais Question Generation, parfois il va retenir Generation et on va avoir une image de deux personnes de générations différentes, ce qui n'est pas tout à fait ce qu'on attend. Voilà, donc on a essayé, on a fait beaucoup de prompt engineering, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on est quand même des prompt engineers. Et donc c'est pas toujours évident. Il y a des API de recherche qui sont un peu plus chères. Et voilà, peut-être considérer les modèles d'images qui, il y a quelques mois, étaient peut-être pas encore au niveau par rapport à la formation en ligne professionnelle et de qualité suffisante. Mais bon, vu les avancées du moment, peut-être que c'est quelque chose qu'on va considérer. Donc, si par hasard vous avez réussi à faire ça ou avec ces difficultés, on sera ravis d'en parler avec vous. Un dernier point, je pense que peut-être certains d'entre vous ont rencontré, c'est qu'en fait, dont on n'a pas encore parlé, c'est pas évident d'évaluer en fait un modèle d'IA générative. C'est-à-dire que Benoît il a ses prompts, ça sort un cours, moi j'ai mon cours. Ok, est-ce qu'il est bien ce cours ? Comment on sait, comment on l'évalue, comment on sait en fait que notre fonctionnalité est prête à être mise en production ? Et ça, c'est pas du tout évident. Avant, c'est vrai, quand on avait du machine learning un peu classique, on avait des métriques un peu précises qu'on pouvait utiliser. Là, c'est un peu plus subjectif parfois. Alors certes, il y a des maîtrises bleues, rouges, mais bon là, on n'a pas forcément de ground truth de ce que c'est un bon cours par rapport à un document. Et au-delà de ça, ces métriques ne sont pas parfaites. Et donc, une solution qu'on utilise, c'est vraiment de faire des tests en interne. Donc, par exemple, là, pour la génération de questions, la première version, c'était, j'ai le contenu d'un cours, je génère des questions et je demande à des gens qui travaillent chez 360 Learning de me dire si les questions leur paraissent bien ou pas. Et on a fait ça des dizaines de fois. Maintenant, on est des pros de Streamlit avec des cours, des images, des takeaways, plein de versions, comparer les versions et choisir si c'est mieux ou pas. Alors effectivement, on peut essayer de travailler pour améliorer ça. Maintenant, il y a des techniques où on utilise les LLM eux-mêmes pour comparer tout, mais bon, avoir un processus de manuel reste quand même assez important, donc on fait beaucoup ça. Et ensuite, dans la phase de production, c'est vrai qu'on n'a pas non plus tant de trafic que ça, donc du A/B testing, c'est pas toujours évident à implémenter. On voudrait essayer d'explorer donc les thumbs up, thumbs down, un petit peu comme fait OpenAI. Pareil, comment utiliser ce signal qui est un petit peu biaisé, c'est pas toujours évident. Donc ce qu'on fait vraiment beaucoup, c'est essayer d'avoir ces métriques, tout à fait, le nombre de cours qui sont générés, est-ce qu'ils sont réutilisés, est-ce qu'ils sont suivis par les apprenants. Ça nous donne quand même une idée de si la fonctionnalité est adoptée. Et enfin, manuellement, en fait, on va voir tout simplement ce que généré et on s'assure que c'est correct. Donc là, il y a quand même une phase avec toute l'équipe d'IA, le produit, les devs, et on demande directement à nos clients s'ils sont contents de la fonctionnalité. Donc ça reste assez manuel.
mais je pense que c'est un peu nécessaire encore. Voilà, donc on a été ravis de vous présenter un petit peu comment on a utilisé l'IA générative au sein de 360 pour vraiment accélérer la montée en compétences des employés au sein des entreprises. On a beaucoup travaillé donc, sur l'outil Auteur pour générer des questions et même générer des cours en entier et pour vraiment aider les experts à partager la connaissance au sein des entreprises. On sera ravis de prendre toutes les questions que vous avez pour nous. Merci. Merci Marie, merci Benoît. Je pense que c'est incroyable. En quelques mois, tout ce que vous avez shippé et surtout qui fait du sens pour vos utilisateurs. Je pense qu'il y aura plein de questions dans la salle. Et bien, ça commence. Pas trop dur. Promis. Bonjour. D'ailleurs, d'abord, merci pour le talk, c'était super intéressant. Tous les use cases que vous avez fait en si peu de temps, je trouve ça vraiment, vraiment cool pour le coup. Moi, j'avais une question sur le use case que vous êtes en train de développer en ce moment. Comment vous assurez en fait le cloisonnement des données des différentes entreprises entre elles pour pas qu'il y ait les données d'une entreprise qui ressortent dans une autre entreprise? Parce que j'ai l'impression que, autant chez vous que chez nous, c'est toujours une question qui revient, une espèce de peur latente des utilisateurs depuis ChatGPT que les données leak en quelque sorte à travers les prompts et soient réutilisées à d'autres endroits. Alors il y a plusieurs, merci pour la question, il y a plusieurs aspects je pense à ta question. La première c'est que tout d'abord donc on passe par donc Azure OpenAI et donc là il y a vraiment des garanties enterprise de confidentialité qui font que c'est pas partagé avec d'autres utilisateurs, c'est pas utilisé pour réentraîner ChatGPT ou je ne sais quel modèle. Donc ça, c'est une première garantie qu'on offre à nos utilisateurs. Et ensuite, la deuxième partie, c'est pour la fonctionnalité actuelle. Et donc là, en fait, là, je m'assure effectivement, quand je fais ma requête à Elasticsearch, il y a quand même des filtres de visibilité qui font que si je crée un cours pour 360 Learning, je ne vais pas aller chercher du contenu de Didask. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc ça, on s'assure quand on passe la requête, de même que en fait, c'est implémenté sur la barre de recherche pour éviter qu'il y ait effectivement une fuite de données entre les entreprises, mais ça, c'est effectivement assez important pour nous. Et même, on maintient des visibilités utilisateurs, parce que quand un utilisateur n'a pas accès à tous les cours parfois au sein d'une plateforme, donc on essaie aussi de maintenir ça au mieux. Merci. Une autre question, là, juste derrière. Ce qui est bien avec ce cube, c'est qu'il est fait pour être lancé. Donc, Merci. Moi, j'avais une question sur l'outil qui permet de créer des cours à partir de documents. Vous avez dit que si le document était trop long, vous alliez le splitter en différents chunks. J'aimerais savoir comment vous décidez de découper ces chunks, parce qu'il peut y avoir une perte d'informations, du coup, si on découpe de la mauvaise façon les documents, j'imagine. Vu qu'après vous allez chercher dans votre vector store le bon embedding pour créer le cours. Comment ça a été découpé pour être sûr d'avoir des informations de qualité? Alors c'était lié plus ou moins à deux critères, on va dire. D'un côté, on est limité par le modèle qu'on utilise en fait, pour cette fonctionnalité. Quand on l'a sorti, on utilisait juste ChatGPT le 3.5. On est limité à 4000 tokens par prompt. Donc ça, c'était une première limite qui nous disait dans quel ordre de grandeur on pouvait aussi splitter nos documents. Et après, un autre critère de choix, il y aura deux autres critères de choix. Il y a le modèle d'embedding, parce que lui, il prend aussi un maximum de tokens en entrée. Et il y a aussi le nombre de documents un peu variés qu'on a envie d'intégrer dans le contexte. Parce que si on renvoie qu'un seul document, par exemple, c'est pas forcément intéressant. Par contre, ce qu'on veut, c'est un peu de diversité et renvoyer quelque chose de l'ordre de grandeur de 10 documents pertinents. Donc voilà un peu les choix qui ont guidé cette implémentation. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question. Rapidement, en fait, il y a un vrai jeu, effectivement. Est-ce qu'on prend des documents très longs et ensuite on en récupère moins, ou alors plus court, mais il y a peut-être de la perte d'informations? Ça, c'est pas évident. Et honnêtement, c'est juste jouer un petit peu, essayer de voir ce qui génère le meilleur contenu. Encore une fois, on est un petit peu sur essayer d'itérer et d'avoir la meilleure qualité de contenu, mais il n'y a pas de réponse parfaite. Voilà, il faut jouer avec les paramètres. Ouais. Une dernière question. Après, je crois que Marie et Benoît, vous restez, donc vous pourrez aussi discuter un peu avec plaisir. Au café et à la pause. Ma question, c'était sur le fait que vous faisiez vos slides en parallèle et que du coup, elles étaient indépendantes l'une de l'autre. Intuitivement, je me serais dit que si les slides avaient le contexte en fait du document entier, il y aurait une meilleure qualité. Du coup, comment vous avez fait le trade-off et pourquoi vous faites pas, par exemple, vous repassez pas sur toutes les slides une fois qu'elles sont générées avec le contexte global? Comment vous faites vos trade-off à ce niveau-là? Oui, c'est une bonne idée pour aller plus loin et améliorer un peu le résultat qu'on génère. Et c'est toujours indépendant. En fait, alors les slides, quand même, elles ont accès à l'ensemble du plan du cours.
Donc elles savent à peu près où elles se situent dans le plan du cours, si elles se situent en introduction, au milieu, et donc elles ont quand même le contexte des autres slides, et elles savent plus ou moins, enfin le prompt il n'est pas complet, mais elles savent plus ou moins où elles se situent dans le plan du cours, et le sujet sur lequel elles doivent, on va dire, s'attarder, et pas s'attarder sur d'autres sujets. Donc c'est un peu ça l'idée aussi. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, à peu près. Mais du coup, si vous repassez pas dessus, il peut y avoir des répétitions entre slides. Oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est un sujet qu'on a un peu, c'est que de temps en temps, il y a des répétitions entre des slides. Et voilà, pour améliorer le contenu in fine, il faudra qu'on rajoute une couche derrière, comme vous avez suggéré. Ouais. Merci à vous. Je propose de les applaudir.